Alors, premier point, un pays se dit prêt à passer à l'action et annonce même un calendrier pour la livraison d'avions de chasse. Et oui, et c'est cet homme qui l'a dévoilé. Mateusz Morawiecki, Premier ministre polonais, répondait hier à la presse. Chodzi o przekazanie MiG-29. Prezydent Andrzej Duda mówi, że jako Polska jesteśmy gotowi do przekazania tych myśliwców. Kiedy to może nastąpić? Czy są jakieś szczegóły? To może nastąpić w ciągu najbliższych 4-6 tygodni. Autrement dit, livraison prévue à la mi-avril ou au début du mois de mai. Tiens, au passage, David, ça tombe juste avant la date annoncée par le président ukrainien pour la grande contre-offensive. Qu'est-ce qui serait livré? Eh bien, vous l'avez entendu, non pas des avions de fabrication occidentale sur lesquels on s'est un peu polarisé, mais des MiG-29 comme ceux-ci, des avions de chasse de l'époque soviétique, considérés comme étant parmi les meilleurs de leur génération. Vitesse près de 2500 km/h, plus de 2 fois la vitesse du son, armement jusqu'à 6 missiles. La Pologne possède 28 de ces avions et elle pourrait en livrer une dizaine. Deuxième point, un autre pays, un autre homme, celui-ci, Jaroslav Nad, ministre de la Défense de la Slovaquie, lui emboîte le pas. Le moment est venu pour la Slovaquie de trancher, dit-il. La Slovaquie pourrait elle aussi envoyer une dizaine d'avions. Petit rappel, l'avantage des MiG-29, c'est que les Ukrainiens les connaissent déjà par cœur. Ils les pilotent déjà depuis des années et ils pourront donc les utiliser très vite, même s'il s'agit là de modèles améliorés. Et puis on en vient à cet autre point qui nous concerne directement, qui fait grand bruit. La France, qui officiellement entretient toujours le flou, va accueillir des pilotes ukrainiens pour les former sur ses propres avions, sur nos propres avions. Oui, c'est le site Intelligence Online, un média confidentiel proche des services de renseignement qui l'affirme. L'Ukraine a obtenu de Paris des formations pour des pilotes de chasse afin de pouvoir à terme acquérir des avions Mirage. Tout s'est noué en secret lors de la visite il y a 1 mois et demi à Paris du ministre de la Défense ukrainien, Oleksiy Reznikov. Pas de précision pour l'instant sur la date, la durée ou l'ampleur de ces formations. Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'un des avions envisagés, vous l'avez entendu, c'est celui-là, le Mirage 2000. La France en possède entre 65 et 70 opérationnels dans ses stocks, qu'elle veut progressivement remplacer par des Rafales et qui seraient donc disponibles immédiatement. Ça, c'est important. Vous vous souvenez de la formule d'Emmanuel Macron, rien n'est exclu. Enfin, on ne savait pas. Visiblement, on commence à en prendre le chemin. Est-ce que le ministère des Armées confirme, Fanny? Le ministère des Armées ne cache pas que des discussions ont bien lieu. Il ne confirme pas, cela dit, qu'elles ont abouti, mais il n'infirme pas non plus. De toute évidence, ce genre d'annonce serait de toute façon réservé au ministre des Armées, Sébastien Lecornu, ou bien Emmanuel Macron lui-même. Est-ce que d'autres États occidentaux ont commencé à former des pilotes ukrainiens en attendant un feu vert politique? En tout cas, d'autres États l'ont annoncé, David. C'est le cas de la Grande-Bretagne et du Premier ministre Rishi Sunak lui-même. Est-ce que ces formations ont déjà commencé? Le plus grand secret est observé sur ce point. Beaucoup plus surprenant, les États-Unis auraient aussi franchi le pas, alors qu'on se souvient tous ici que Joe Biden avait dit non aux livraisons d'avions. Une dizaine de pilotes ukrainiens seraient en ce moment à pied d'œuvre sur la base de Tucson dans l'Arizona. Des sources américaines indiquent que l'on serait toujours dans ce processus d'évaluation de leur niveau, mais la pression monte dans le pays. Dans une lettre à Lloyd Austin, 8 sénateurs américains, républicains comme démocrates, pressent le Pentagone de livrer enfin des avions de chasse F-16. Cela pourrait changer la donne sur le champ de bataille, disent-ils. Et ils demandent à Lloyd Austin de regarder, d'évaluer précisément comment les États-Unis pourraient transmettre rapidement ces avions F-16 aux Ukrainiens. Pressé de répondre par les journalistes, le numéro 3 du Pentagone, Colin Kahl, s'en est tenu à la version officielle. Regardez, les principales priorités des Ukrainiens restent les systèmes de défense aérienne, autrement dit la défense antimissile, l'artillerie, les obus, les munitions et les systèmes blindés et mécanisés. Un cran de plus donc dans le soutien militaire à l'Ukraine. Merci Fanny. D'un mot quand même, parce qu'on n'en parle jamais. Est-ce que l'Ukraine, l'armée ukrainienne elle-même, possède toujours des avions de chasse ou pas? Eh bien, au début de la guerre, David, elle en avait un peu plus de 80, presque 90. Après 1 an de guerre, ils en ont perdu une cinquantaine, 52, 53. Et aujourd'hui, il en reste donc une trentaine d'avions. Pas forcément tous en état de voler, mais oui, on en aperçoit encore. Et c'est le cas d'ailleurs en ce moment même
à Bakhmout, c'est ce que l'on voit sur cette image. 2 avions, on les voit un petit peu au loin, qui tentent visiblement d'échapper à la défense anti-aérienne russe. Ce sont ces petits points noirs que vous voyez suivis de traînées lumineuses. On nous indique, David, que les Ukrainiens réalisent encore une dizaine, voire des dizaines de sorties avec leurs avions chaque semaine. Merci Fanny. C'est vrai que c'est passé sous silence. Dans l'arsenal, dans les équipements ukrainiens, on n'en parle jamais, mais il reste encore quelques avions qu'ils utilisent. Pierre, d'abord, ça va vite, finalement, ça va vite. Bien sûr, il n'y a pas les feux verts politiques officiels, sauf en Pologne, sauf en Slovaquie, et on a envie de dire aussi à Londres, de fait, parce que Rishi Sunak ne parle que de formation pour l'instant de pilotes ukrainiens. Enfin, on voit bien que ça se dessine. Ailleurs, non, mais enfin, de fait, dans les faits, on s'y prépare, ça va vite. Non ? Oui, juste une précision chiffrée. Du côté russe, il y aurait environ 400 avions de combat opérationnels jusqu'aux bombardiers stratégiques Tupolev, ceux qui avaient été visés par des drones armés d'explosifs qui avaient été frappés il y a quelque temps. Donc il y a effectivement un gros déséquilibre de ce côté entre la trentaine qui reste du côté ukrainien. Et du côté ukrainien, ils ont eu tout au long de ces dernières années des pénuries de pilotes. Énormément de pilotes trouvaient qu'ils n'étaient pas payés assez cher et donc partaient dans le privé, voire à l'étranger. Donc il y a aussi ça réglé. Pour répondre à votre question, en fait, je suis un peu embarrassé par rapport à toutes les informations qu'on a sur les logiques. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que maintenant, les avions de fabrication soviétique qui se trouvent dans les stocks d'un certain nombre de pays qui ont été cités, il y en a d'autres qu'on a évoqués, la Bulgarie. Là-dessus, il semble assez clair que ces avions vont être livrés à l'Ukraine, d'autant plus facilement que les pilotes, effectivement, connaissent ce type d'avion et qu'on reste dans du matériel soviétique, ex-soviétique. Et donc, il y a une espèce de cohérence pour les Occidentaux de dire, voilà, avec ces avions, vous pouvez faire ce que vous voulez parce que c'est la fabrication soviétique. Les Russes vous en ont détruit un grand nombre, on les compense. Ça, c'est une chose. Après, il y a l'histoire des avions les plus modernes du clan occidental. Les mirages qui ont été évoqués, les avions, je pense Tornado du côté des Britanniques, les F-16 américains. Là, à mon sens, les choses sont pas claires dans les déclarations entre le fait de dire on les forme, mais pour pouvoir équiper plus tard quand la paix sera arrivée. À quand la paix sera arrivée ? C'est là où j'avoue la nuance est mon immense. embarras, parce que dans les déclarations, par exemple sur le Mirage, vous voyez, c'est dans le temps. Enfin, il y a une idée de projection dans le temps pour les avions américains aussi. Alors pourquoi je m'interroge sur ce plan-là, c'est que ça nous reboucle avec l'histoire du drone. Ce que je comprends de plus en plus depuis un an, c'est qu'il y a un accord tacite entre les Américains et les Russes pour éviter la Troisième Guerre mondiale. Et rappelez-vous la façon dont les Américains, je parle sous le contrôle de Jean-Claude, quand notamment les Ukrainiens étaient allés frapper à 400 km, 500 km, 600 km, ils avaient eu une première réaction très négative en disant « ça n'est pas de bonne politique ça ». Puis après, ils se sont rendus compte que les Ukrainiens l'avaient fait avec leurs propres outils, en l'occurrence des vieux trucs soviétiques qu'ils avaient, entre guillemets, bidouillés de façon très intelligente. Et les Américains ont fait marche arrière. Ma conviction, et on le voit dans l'affaire du drone, c'est qu'il y a un équilibre des deux côtés pour dire on se fait la guerre indirectement, mais on évite de passer à la Troisième Guerre mondiale. Mais Pierre, ce type d'avion... Donc les chars lourds, les lance-roquettes, c'est pas la Troisième Guerre mondiale. Non. Et les avions de fabrication occidentale, ce serait la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, le risque, c'est d'avoir... Rappelez-vous, 2015, un avion de combat russe passe dans l'espace aérien turc et se fait abattre. L'avion de combat russe, il n'a pas cherché l'incident avec les Turcs. Il a simplement pris la posture, si vous voulez, la plus facile pour pouvoir frapper. Et plus vous donnez des avions performants entre les mains de pilotes qui n'auront pas un an de formation derrière eux, avec les entraînements, les exercices, etc., plus vous courez le risque d'avoir un avion occidental, éventuellement un F-16 américain, qui va se retrouver au-dessus de la Crimée ou passant dans le territoire russe. Et à ce moment-là, le narratif russe sur « mais vous voyez bien, l'OTAN, les États-Unis veulent la destruction de la Russie, etc. » Et donc je pense qu'il y a encore un blocage de cette nature. Il y a encore une ligne rouge là. Me semble-t-il, mais encore une fois, j'avoue mon embarras et je compte sur mes camarades de plateau pour apporter d'autres éléments parce que je sens une espèce d'oscillation et j'arrive pas à bien comprendre
la posture Oui. occidentale là-dessus. Parce Alors, que je une pense qu'il différence y a- qualitative. Voilà. Il y aurait Oui. vraiment un élément qualitatif, Ouais. un élément, Moi, un je pense que registre les différent. Américains ne veulent pas que des F-16 Oui. pilotés par des Ukrainiens se retrouvent avec une erreur ou abattus éventuellement dans le ciel ukrainien, mais allant se cracher dans un village russe. Je pense que là, il y a quelque chose autour de ça. Mais Bon, et vous, Vincent, comment Alors- comprenez-vous toutes ces pièces qui semblent s'assembler? Premier élément factuel, Fanny faisait allusion aux réticences de Colin Kahl, numéro 3 du Pentagone américain. En invoquant le fait que les priorités de Kiev, c'était les systèmes antiaériens, l'artillerie, les blindés. Ce qui est visiblement la vérité. Pas tout à fait. Ah. Parce que si vous allez revoir une interview accordée par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, à CNN le 8 mars, il dit, et je le cite, « Nous avons un besoin de toute urgence d'avions de combat ». Donc cet argument-là est quand même battu en brèche par les Ukrainiens eux-mêmes. Deuxième remarque, cette démarche de ces 8 sénateurs, démarche bipartisane, c'est intéressant, 5 démocrates, 3 républicains, emmenée quand même par un sénateur d'Arizona, tiens comme par hasard, la base où sont formés sur simulateur actuellement des pilotes ukrainiens, elle se trouve à Tucson, Arizona. Bon. Oui. Donc il y a des choses qui bougent là-dessus aussi. Et puis il y a dans le Canard enchaîné ce matin une référence assez intéressante à un colloque fermé qui a eu lieu à Aurora, je crois que c'est dans le Colorado, sauf erreur, où un éminent général américain a dit très clairement, si on veut faire bouger les lignes, il faut livrer des drones offensifs, il faut livrer des avions de combat et il faut livrer des missiles de longue portée. Donc ça ne veut pas dire... Il y a un débat. Il y a un débat aux Et États-Unis. donc la dernière chose par rapport aux interrogations que je partage de Pierre, c'est que quand vous regardez ce qui s'est passé, notamment sur les blindés lourds, sur le système anti-aérien Patriot, ça a été non, puis non mais, puis pourquoi pas, puis oui mais, puis oui peut-être, puis ok. Donc je pense que c'est ce qui Et se je vais vous passera dire, ce qui aussi a pour les retenu avions de notre chasse. attention ce matin, quand on a lu ces informations, c'est surtout ce qui se passe en France. On sait que la Grande-Bretagne, le mouvement est enclenché. Rishi Sunak ne le dit pas encore officiellement, on sent qu'il y a une solidarité avec les autres pays de l'OTAN qui doit s'affirmer, et donc il ne veut pas faire cavalier seul. Mais Rishi Sunak a déjà dit on va accueillir des pilotes ukrainiens pour les former sur nos avions, pas des avions de fabrication soviétique. Là, on apprend que lors de cette visite du ministre de la Défense ukrainien, il y aurait eu un deal. Intelligence Online n'a pas été démenti et elle dit ça y est, on a fait affaire pour que des pilotes ukrainiens viennent en France s'entraîner sur des Mirages. C'est surtout ça qui a retenu notre attention, comme si, bien sûr, le feu vert politique n'est pas encore là, mais tout le monde s'y prépare. sans doute, mais si ces pilotes ukrainiens viennent effectivement sur Mirage, ils seront véritablement capables de les utiliser dans 8 mois, 1 an. Mais est-ce qu'on n'avait pas dit ça pour les chars lourds et finalement on se rend compte non, qu'en là, Espagne, là, les avions... 4 semaines de formation suffit. Non, là, c'est... Là, les avions, c'est autre Ah oui, non, c'est quand même, à mon avis, beaucoup plus compliqué. Là aussi, le point de vue du général Paloméros nous sera précieux sur le timing qu'il faut pour former. Oui. Mais les temps de formation sur des avions qui sont quand même très différents des Sukhoi. On ne peut pas le comprimer. Voilà, je pense que c'est quand même, le temps est assez long. Donc il y a peut-être une anticipation, enfin voilà, mais... Bon. Galia, est-ce que cette ligne rouge spécifique aux avions de chasse, est-ce que c'est raisonnable? Je pense que c'est raisonnable tout simplement parce que la guerre actuellement s'enlise. Ce serait raisonnable de la franchir, vous voulez dire? Ce serait très raisonnable d'accélérer la victoire ukrainienne parce que, en fait, je pense que Poutine sait déjà depuis un moment qu'il ne peut pas conquérir l'Ukraine et que son intérêt maintenant, c'est que cette guerre dure le plus longtemps possible parce que ça lui permet de rester au pouvoir sans être trop contesté, continuer à militariser le pays, comme vous avez vu avec l'image de ces pauvres petites filles qui manient le Kalachnikov, et de se débarrasser encore des restes de contestation et laisse partir tout à fait délibérément les gens qui ne sont pas d'accord. Il aurait pu fermer les frontières. Mais donc, on assisterait au tournant décisif vers l'Est, qui est déjà en train de se produire. Et donc, faut y aller. C'est un scénario horrible pour les Ukrainiens parce que entre-temps, les Russes détruisent leur pays et ils continuent à subir des pertes très lourdes. Mais c'est aussi un scénario horrible pour la société russe. Et donc,
Je pense que le temps est venu et peut-être il y a cette compréhension